Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de toute l'histoire consacrée à la marque Tudor, où nous allons voir son parcours de ses débuts à nos jours. Ça fait un moment que je n'avais plus sorti de vidéo, mais ne vous en faites pas, la série horlogère continue. Et si vous tombez pour la première fois sur ma chaîne, sachez que d'autres vidéos sont déjà disponibles. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon profil et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, ainsi que quelques présentations de montres. Mais ici, nous allons parler de l'histoire, des modèles, de l'évolution et des partenariats de la firme suisse au bouclier et à la fleur. Allez, c'est parti. L'origine de la marque trouve sa source à la période de l'entre-deux-guerres et plus précisément en 1926, où une maison horlogère disparue depuis, du nom de veuve de Philippe Hutter, des négociants et fabricants d'horlogerie, dépose la marque The Tudor pour le compte d'un certain Hans Wilsdorf. Et si ce nom vous évoque quelque chose, c'est bien normal car il s'agit du fondateur originel de la marque Rolex. Mais nous y reviendrons plus tard. Les premières montres furent produites au début des années 30 en exclusivité pour le marché australien et n'avaient pas encore le design Oyster mais plutôt rectangulaire, comme la Tudor Catanax. Enfin, je ne suis pas sûr de la prononciation, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle porte le nom d'une des plus anciennes familles de bijoutiers d'Australie. Et c'est en 1936 que la maison veuve de Philippe Hutter, donc, cède la marque The Tudor à Hans Wilsdorf. Et c'est à ce moment-là qu'apparut la rose de la dynastie des Tudor, designée dans un bouclier pour symboliser l'union invincible de la force et de la grâce. Par la suite, le bouclier et la rose se détacheront et évolueront, et l'on peut toujours retrouver ces deux logos retravaillés sur les modèles actuels de la marque. C'est un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, que la maison horlogère commença à s'imposer sérieusement avec ses premiers designs Oyster et sa gamme Oyster Prince, intrinsèquement liés à l'ADN de la marque, comme vous pouvez vous en douter. Le but du créateur de Rolex à l'égard de cette marque était clair. Fabriquer une montre à un prix plus abordable que les modèles de cette dernière, tout en bénéficiant des technologies et de la recherche de la marque à la couronne. Le tout afin de s'imposer dans une autre gamme de prix pour toucher un plus large public. D'où un surnom péjoratif qu'il suivra pendant quelques décennies, considéré comme la Rolex du pauvre. Puisqu'étant sa petite sœur, elle reprenait le design iconique de la marque ainsi que des pièces d'origine signées Rolex en y emboîtant des mouvements ETA retravaillés. Enfin, quand on voit aujourd'hui que certains modèles vintage dont raffolent les collectionneurs ont une cote qui dépasse la valeur de certaines montres siglées à la couronne, on est en droit de se demander à quel moment on a pu caractériser cette maison de sous-produits, mais les faits étaient là. Et cette alchimie industrielle se révéla plus qu'efficace, car à peine lancée, sa qualité n'était déjà plus approuvée. Pour l'exemple, en 1952, ce sont une trentaine de montres Oyster Prince qui participeront à l'expédition scientifique de la Royal Navy britannique dans le grand froid du Groenland. Et en 1953, les premiers témoignages de robustesse sont évoqués en étant portés par un ouvrier d'une mine de charbon pendant plus de 250 heures d'excavation à la main, soumise aux vibrations d'un marteau-piqueur pendant plus de 30 heures, porté par un tailleur de pierre pendant 3 mois, ainsi qu'1 mois dans les opérations de rivetage de poutres métalliques dans la construction de bâtiments. Ce qui fut d'ailleurs l'atout publicitaire de la marque à cette époque. Très haute résistance, précision, efficacité et étanchéité. Voilà donc les maîtres mots de Tudor qui en 1954 sortira sa première montre de plongée avec sa Submariner, première icône de la marque. Fixée à 100 mètres initialement avant d'évoluer et d'atteindre les 200 mètres à la fin des années 50, les modèles Oyster Submariner sont l'un des plus gros succès de la marque qui dans les années 60 seront utilisés par l'US Navy et dans les années 70 par la Marine nationale française. Toujours présent au catalogue Tudor évidemment, sous de nouvelles références englobées dans la gamme Black Bay et bénéficiant des technologies actuelles, encore de nos jours c'est une édition limitée à 114 exemplaires avec un cadran aux couleurs bleu-blanc-rouge pour le commandement des opérations spéciales françaises qui a vu le jour, témoignant des relations entre Tudor et les forces militaires. La Black Bay a aussi fait partie d'autres partenariats avec le milieu sportif et plus précisément du rugby, dans une version PVD All Black conçue pour l'équipe du même nom, dont les membres ont été conviés chez Tudor Genève pour y apprendre quelques notions d'horlogerie. Plus discrète aussi, une autre collaboration avec l'État du Qatar, où l'on peut retrouver des inscriptions arabes sur le cadran. Et si avec toutes ces variantes elles ne vous tentent toujours pas, il y a aussi un modèle bronze qui a vu le jour récemment. Une matière en vogue chez les horlogers depuis quelques années,
Mais la question que je me pose est de savoir si avec le temps, le bronze sur les montres ne produit pas de marque au poignet. Mais revenons aux années 50 avec un autre modèle conçu cette décennie, la Advisor. Un modèle disposant d'une aiguille supplémentaire dont la fonction est celle d'une alarme réveil, une complication intéressante mais qui devint par la suite obsolète avec les décennies qui suivirent face aux avancées technologiques. Elle a tout de même été rééditée par la marque récemment dans sa gamme Héritage, mais personnellement je lui trouve moins de charme que l'originel. Dans les années 60 débutera les prémices d'une amitié qui aboutira près de 40 ans plus tard à un partenariat avec une autre grande marque mécanique, j'ai nommé Porsche. En effet, durant les 60s, les coureurs automobiles étaient friands de la marque et roulaient avec. Ce qui fera de Tudor bien plus tard le timing partenaire de la marque et sortira pour l'occasion un nouveau modèle axé sur le domaine automobile avec la Grand Tour. Mais les années 60, c'est aussi l'apparition du modèle Date Day qui, à l'instar de la Day Date de chez Rolex, disponible seulement en matériaux nobles tels que l'or et le platine, rendant la complication inaccessible en termes de prix, est ici présenté en acier bien plus accessible et toujours aussi efficace. Arrivé dans les années 70, après les plongeuses, les réveils et les Date Day, c'est avec les chronographes Tudor Oyster Date que la maison horlogère rajoute des nouveautés à son catalogue qui deviendra, comme vous vous en doutez, une autre icône emblématique de la marque. Les premiers modèles étaient à remontage manuel avant de devenir par la suite automatiques. Ici, ce n'est pas des mouvements ETA que la marque emploie, mais des mouvements Valjoux, reconnus pour la qualité de leurs mouvements chronographes. Plusieurs versions ont été éditées depuis, et elle est toujours proposée à la vente, avec pour ce modèle aussi une version Black PVD qui célèbre les partenariats de Tudor avec la Coupe du Monde de rugby 2019 et l'équipe nationale de rugby de Nouvelle-Zélande, bien évidemment. Mais les 70s ont révolutionné l'horlogerie avec l'arrivée du quartz et Tudor n'a pas coupé en se pliant aux nouvelles normes en concevant des modèles à piles, ce qui empêchera la marque de s'effondrer comme beaucoup d'autres à cette époque. Ajoutez à cela des modèles iconiques et la marque n'a eu aucun mal à subsister, bien que jusqu'aux années 2000, elle n'a, selon moi, rien apporté de plus au monde de l'horlogerie. Mais il faut bien dire que ce fut l'une des décennies les plus rudes pour l'horlogerie mécanique. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis concernant cette période chez Tudor, alors n'hésitez pas à écrire quelques mots là-dessus en commentaire, histoire d'avoir plus de retours et d'en débattre. Dans les années 90, la maison horlogère a tout de même sorti de nouvelles lignes avec la gamme Monarch et Hydronaut, mais sans grand intérêt pour ma part. C'est au milieu des années 2000 que la marque s'est réellement relancée et a ressuscité un certain engouement auprès des passionnés de montres, avec notamment la conception de ses propres calibres manufacturés en interne, comme le MT 5612, équipant une autre nouvelle création de la maison, le modèle Pelagos. Une montre de plongée équipée d'une valve hélium lui permettant une étanchéité à 500 mètres et dont le nouveau bracelet breveté par Tudor est muni d'un bracelet en titane doté d'une boucle déployante en acier muni d'un mécanisme d'auto-ajustement par ressort, permettant l'ajustement du bracelet en plongée grâce à la pression des fonds marins. Autre modèle créé cette décennie, la Tudor North Flag. Elle est aussi équipée d'un mouvement de manufacture avec le MT 5621, la dotant d'une réserve de marche. Ce modèle est axé plus exploration et a été conçu en s'inspirant de l'expédition du Groenland en 1952. La marque a aussi réédité un modèle dont je n'avais pas parlé auparavant, mais qui était déjà disponible il y a quelques décennies, avec la Ranger, dont le design s'inspire, comme vous pouvez le constater, du modèle Explorer de chez Rolex. Autre gamme dont je n'ai pas parlé, car il faut dire qu'elle m'importe peu, c'est la ligne Glamour, conçue pour la clientèle féminine, dont l'égérie est Lady Gaga. Cette gamme propose de nombreux modèles qui ne dénoteront pas, car toujours dans l'esprit de la marque. Et niveau marketing, la chanteuse n'est pas la seule égérie, car elle peut compter sur un certain David Beckham pour l'épauler au niveau publicitaire, où l'on peut le voir notamment crapahuté dans la neige pour le blason de la marque. Mais c'est la création d'un nouveau modèle qui suscite de plus en plus de demandes chez Tudor. Toujours dans l'ADN de sa grande sœur, ce n'est ni plus ni moins qu'un modèle GMT que la marque a édité pour la première fois en 2018. Équipée elle aussi de son propre mouvement, le MT 5652, et équipée d'un bracelet à rivet pour la touche vintage. Cette GMT est une réussite selon moi et j'espère bien avoir l'occasion de vous la présenter dans le courant de l'année.
Voilà, nous avons fait le tour de la marque pour vous en présenter ses grandes lignes et j'espère que les néophytes se sont régalés à suivre cet épisode. Évidemment, pour les aficionados de la marque, je ne pense pas vous avoir appris grand chose, même s'il est toujours agréable d'en refaire le tour. D'ailleurs, si vous avez d'autres anecdotes sur la marque, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo assez complète et qu'elle vous aura plu. Je vous propose de laisser un petit like de soutien sous cette vidéo pour aider à un meilleur référencement. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur la marque. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de toute l'histoire entre deux présentations de montres et quant à moi je vous dis à bientôt.